Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Pour commencer cette année 2014, nous recevons une entreprise dynamique qui a reçu le trophée CGPME de l'entreprise de l'année. Rien que ça, plus d'infos dans ce sommaire. Laurent Guyot est le grand témoin de réussite. Il dirige depuis 2007 ICI, une société spécialisée dans l'isolation de tuyauterie, un secteur peu connu mais très important pour de nombreuses activités industrielles. Laurent Guyot nous donnera d'ailleurs des tuyaux sur les raisons de son succès. Dans Parole d'expert, gros plan sur les impôts des entreprises. Quelles sont les nouveautés fiscales en 2014 pour les PME? Nous ferons le point avec Anne-Nef Nourrisson, représentant la compagnie des experts comptables de l'Aube. Enfin, dans le Zoom du mois, nous vous donnerons toutes les infos sur les aides à l'embauche. En quoi consistent ces contrats aidés, quels en sont les avantages, reportage à la fin de cette édition. Laurent Guyot, vous travaillez depuis plus de 25 ans, mais vous êtes finalement un jeune chef d'entreprise puisque vous avez créé ICI en 2007. Pourquoi tout d'un coup décider de créer votre propre affaire ? Tout d'un coup, c'est pas le mot juste. Ça faisait un petit moment que ça me travaillait. On avait quelques opportunités et puis le hasard, une rencontre, une décision et puis c'est parti. Alors, vous avez commencé, je crois, votre parcours en faisant des missions humanitaires en Afrique. On est assez loin de l'entrepreneuriat. Ah oui, complètement. Je me suis un peu promené partout et à un moment, j'ai atterri en Afrique, au Niger plus exactement. Et pour faire de l'humanitaire, je suis parti pendant 2 mois, je suis revenu, puis j'ai fait divers métiers, d'ambulancier, mécanicien auto, j'ai travaillé chez Kléber Colombe, enfin ça s'appelait Kléber Colombe à cette époque. On a bougé un petit peu. Alors c'est quoi le déclic ? J'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour moi. Et le temps passait et je préfère regretter de l'avoir fait plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait. Donc c'était le moment et puis en fait, je regrette rien. Alors votre activité, c'est l'isolation de tuyauterie en milieu industriel. C'est pas un métier très connu du grand public, on va le dire. Hein. Et pourtant, vos interventions sont d'une très grande importance pour de nombreux sites industriels. Alors pour mieux connaître votre métier, nous avons réalisé un reportage qui explique tout de A à Z. Un reportage signé Christian Vira. Dans son atelier de la chapelle Saint-Luc, Laurent Guyot utilise comme matière première des laines de verre, de roche ou des mousses polyuréthane. Des coquilles de laine de roche que l'on met justement autour des tuyaux de chauffage ou de vapeur. Les épaisseurs varient suivant l'utilisation. Et par-dessus, on remet cette tôle en aluminium que l'on fabrique nous-mêmes de A jusqu'à Z. Aluminium ou inox, 14 salariés confectionnent des formes sur mesure. L'entreprise réalise l'étude, la fabrication et la pose. Ses clients sont des industriels partout en France. Dans le milieu pétrolier, des séparateurs qui peuvent faire jusqu'à 4, 5, 6 mètres de diamètre, une cuve d'eau réchauffée par le panneau solaire qui faisait 12, 15 mètres de long, on intervient sur des grosses pièces. Exemple, à l'usine Cepol, près de Nogent. Ici, les 3 domaines les plus courants de l'isolation calorifuge sont appliqués. Le premier consiste à protéger du gel. Voici une canalisation d'eau de process qui est à température ambiante, donc l'hiver elle risque de geler. On pose un cordon chauffant qui est piloté avec un thermostat et puis un calorifuge laine de roche traditionnelle et une protection mécanique type aluminium. Il y a un risque de gel, donc une interruption d'un procédé et ça pourrait engendrer de graves pertes pour l'entreprise. Ici, dans son processus de transformation du colza en carburant, l'entreprise récupère de la chaleur. L'isolation permet de conserver la température entre 2 points distants. Alors l'air qui circule à l'intérieur est à 70 degrés et comme nous sommes à l'extérieur en plein vent, le but est de maintenir au maximum ces 70 degrés avant de condenser cet air chaud et humide. J'ai un exemple en tête, une gaine de ventilation où on avait en entrée 20 degrés, 20-22 degrés et en sortie on soufflait à 4 degrés. On a isolé et on a supprimé cette différence de température entre l'entrée et la sortie. 70 degrés, 100 degrés, à cette température, il y a un risque pour les salariés. L'isolation permet de sécuriser les postes d'intervention. Les opérateurs sont obligés d'accéder sur cet endroit pour manœuvrer les vannes et en passant, il y a un risque de brûlure. Si on calorifuge, si on isole bien, alors avec des épaisseurs peut-être plus importantes pour les vapeurs et la protection du personnel, on met en sécurité l'ensemble des intervenants. On va de 19 mm pour certains produits, on a été jusqu'à 600 mm sur certaines cuves. Chaque cas est particulier et l'entreprise répond à tout type de milieu. On va du très très grand froid, du froid négatif, à moins 280 jusqu'à des 1000 degrés. Il y a des fours qui font beaucoup plus que ça même. Dans ces milieux, les interventions nécessitent également des compétences en échafaudage.
Isolation Calorifuge Industriel prévoit de déménager en janvier afin d'étendre ses capacités de production et de réponse aux besoins de ses clients. Laurent Guyot, l'isolation de tuyauterie en milieu industriel, c'est un univers que vous connaissiez bien avant de créer votre propre entreprise et pourtant vous l'avez appris sur le tas. Tout à fait, je l'ai vraiment appris sur le tas. J'ai attaqué ce métier par le A et c'est un métier qu'on apprend quasiment sur le tas. Il y a des notions de géométrie, bien entendu, de traçage sur métaux, mais la majorité du métier, c'est sur le tas qu'on l'apprend. Vous aviez un mentor, quelqu'un qui vous a appris tout ça? Mon ancien employeur, qui, sans lui, je suppose que je ne serais pas là, déjà, pour commencer. Et puis, dans cette entreprise, il y a eu du personnel qui était compétent et qualifié, et puis agréable à vivre aussi, qui a permis de partager des connaissances. Ce que j'essaye de retransmettre maintenant, moi, et de redonner à mon tour toutes les connaissances qu'on peut avoir. Dans le reportage, on a vu 2 ou 3 exemples d'isolation et on se rend compte que ça touche une variété de sites industriels importante. C'est énorme, c'est énorme. Ça touche vraiment tous les sites industriels de toute façon parce que tout le monde a besoin d'eau ou de fluide thermique. Ça touche pas que l'industrie, ça touche le bâtiment aussi parce que sur des très gros bâtiments, il y a des chaufferies uniques avec des diamètres de tuyauterie relativement importantes qui nécessitent une isolation pour éviter les déperditions. Et vous travaillez sur l'ensemble de la France ? On est censé travailler sur l'ensemble de la France. On ne va pas démarcher, bien sûr, sur l'ensemble de la France, mais on a un panel de clients qui, eux, travaillent sur tout le territoire. On les suit, tout simplement, on les suit. De Bordeaux à Lille. De Bordeaux à Lille. Tout à fait. Laurent, moi, dans le reportage, c'est quelque chose qui m'a surpris. On a vu Seipol, qui est une activité, une usine très récente, et on peut être surpris qu'on soit obligé de faire intervenir quelqu'un pour isoler ces tuyauteries, alors qu'elles auraient pu l'être dès la conception. Alors dès la conception de l'usine, comme toute conception d'usine, il y a des mouvements, il y a des modifications, des améliorations, il y a de l'usure, il y a des arrêts réguliers dans l'année où il y a du démontage, du remontage, et on est là pour ça. D'accord. Vous travaillez, on l'a vu, sur un métier très spécifique. Il faut également avoir une qualification très poussée pour travailler dans votre secteur ? Alors en industrie, oui, il faut des qualifications. Il y a des formations. On essaye de former tout le personnel le plus et le mieux possible. Il faut être habilité à appréhender des usines où il y a de la chimie, où il y a du pétrole, où il y a des matières explosives, il y a des zones à texte. Bon, là, ça nécessite des qualifications bien spécifiques. Et des formations, donc. Et des formations, bien entendu. Alors, votre métier est un peu rare. Vous êtes nombreux à pouvoir réaliser ce genre d'ouvrage en France ? En France, il y a du monde. En France, il y a du monde. On est moins nombreux qu'un carreleur ou un électricien, bien évidemment, mais il y a du monde. Il y a des très très gros groupes. Nous, on est une petite PME de 15 personnes, mais on s'en sort pas mal. Et la concurrence est forte ? De plus en plus forte. De plus en plus forte. Il y a une concurrence européenne. Et il faut savoir s'adapter à ces nouvelles données. C'est pas toujours évident. Alors comment vous faites justement pour mieux vous faire connaître et réussir à engorger les marchés ? Me faire connaître, c'est pas difficile, j'ai envie de dire, mais faire connaître l'entreprise, c'est beaucoup plus difficile et je suis pas tout seul. C'est vraiment toute une équipe qui met tout en œuvre pour donner une qualité de travail qui commence à être connue, et la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. On ne fait pas de publicité sur les journaux, on prend pas ces supports pour se faire connaître, c'est le bouche à oreille. Ce qui fait qu'on vous choisit, vous, c'est la réputation de l'entreprise que vous perpétuez d'année en année. Exactement, c'est la possibilité de répondre à toutes les situations, de par la formation des ouvriers. C'est la possibilité d'avoir une flexibilité de par la taille de l'entreprise importante. C'est la possibilité de se déplacer et puis d'être réactif. C'est tout ça qui fait que après on parle d'argent. La force d'une PME. C'est la force d'une PME, tout à fait. Une force qui a entraîné une forte progression du chiffre d'affaires, parce que vous l'avez quasiment doublé en 2 ans. Comment vous y êtes arrivé ? En se donnant les moyens, déjà j'y suis pas arrivé tout seul, j'aime bien le répéter parce que c'est vrai qu'une entreprise sans l'équipe, c'est plus une entreprise, donc j'y suis pas arrivé tout seul. On y est arrivé parce qu'on a pris dès le départ un pari sur la jeunesse. J'ai des gens qui ont moins de 30-35 ans pour une grande majorité et au début il a fallu former, ça n'a pas été facile et puis les gens deviennent de plus en plus autonomes, rendent une qualité irréprochable, une quantité qui fait que ça devient rentable et puis j'espère qu'on va continuer comme ça. Et cette progression, elle vous oblige aujourd'hui ou dans les jours qui viennent à déménager ?
Tout à fait. On va intégrer des locaux, on va dépasser les 1000 m². On était sur les 480-500 m² actuellement, ce qui va nous permettre d'évoluer, de mieux travailler déjà et puis d'étendre notre activité sur certains secteurs qui demandent à être perfectionnés. Alors dans l'Aube, vous avez reçu le trophée CGPME de l'entreprise de l'année. C'est quand même une belle performance. D'après vous, qu'est-ce qui vous a permis de gagner ce trophée, ce prix ? Au risque de me répéter, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire. C'est la réactivité, c'est l'envie aussi, et puis c'est réussir, c'est essayer de réussir jour après jour. On ne peut pas dire qu'une entreprise a réussi sur l'année, c'est tous les jours qu'il faut réussir. Dans vos remerciements, lors de la cérémonie, vous avez remercié abondamment votre équipe. C'est important. Moi, c'est des gens qui sont importants dans ma vie. Je compte énormément sur eux, j'espère que je compte un peu pour eux aussi. Il y a une autre personne que je vais peut-être profiter de citer, c'est mon épouse qui, sans elle m'a déchargé tout l'aspect bureautique et ce qui nous permet maintenant d'être beaucoup plus disponible au niveau clientèle, au niveau commercial et c'est ce qui fait le développement et on va continuer dans ce sens-là. En dehors de votre déménagement, Laurent, quels sont vos autres projets pour cette année ou pour les années à venir ? Dans les 2 ans qui vont venir, on va essayer de bien asseoir tout ce qui est en place. Déjà, s'ancrer sur nos bases. Il y a des petits secteurs à développer, comme l'aérolique, où on va travailler là-dessus. C'est les conduits d'air, les airs conditionnés. On en fait un petit peu, mais j'aimerais qu'on développe un petit peu ça. C'est pour ça qu'on va s'agrandir, qu'on va avoir des locaux plus grands. On va faire rentrer dans un mois et demi des nouvelles machines et on va essayer de développer ce secteur, ce qui devrait permettre de libérer un emploi ou deux, ça on croise les doigts. Laurent Guyot, je vous propose de découvrir l'actualité économique auboise à travers les brèves après cette trêve des vacances. C'est le retour sur l'actualité. Le feuilleton de la ligne ferroviaire Paris-Troyes continue. Le président de la SNCF s'est déplacé en personne à Troyes en début décembre. Guillaume Pépi a annoncé une série de mesures visant à améliorer le service aux usagers de cette ligne 4 qui connaît de nombreux retards. Au total, 8 millions d'euros vont être investis sur des locomotives thermiques. 15% de remise seront accordées sur le prix de l'abonnement mensuel pour les mois où la régularité n'atteint pas 85%. Et dans le même temps, le 18 décembre, une délégation d'élus Aubois et Champardonnais s'est rendue à Paris pour une rencontre décisive avec le ministre des Transports. Si aucune décision formelle n'a été prise, l'électrification de la ligne est actée pour 2018. Le dossier avance donc cas 1, cas A. Pas d'embellie sur le front de l'emploi dans l'Aube. En novembre, le chômage a bondi de 10,5% dans le département, soit 17 925 demandeurs d'emploi inscrits sur le territoire. La baisse impressionnante remarquée fin octobre du Haut-Vendange n'aura été qu'un feu de Paris, Bruno. Oui, parce qu'avec 10,5% à fin novembre et plus 7,7% sur un an, l'Aube est en tête, malheureusement, des chiffres du chômage en Champagne-Ardenne. On attend donc avec impatience l'inversion de la courbe et en cette période de vœux, je crois qu'on peut souhaiter à tous ceux qui cherchent un emploi d'en retrouver un cette année. Laurent Guyot, vous avez déjà créé 14 emplois en 6 ans. Vous comptez ne pas vous arrêter là ? Tout à fait, je ne compte pas m'arrêter là. Si on peut donner la chance à des gens qui démarrent dans la vie, qui ont des projets personnels, on sera là pour les aider dans la mesure du possible, dans la mesure où on nous donne la possibilité de développer, bien entendu. On a l'impression, quand vous parlez, que embaucher, c'est toujours une belle rencontre, c'est toujours quelque chose de fort. C'est une histoire humaine, c'est important, c'est une relation entre deux personnes qui s'installent, c'est un contrat de confiance et j'aime bien ça. Ah ben, tant mieux, il en faut beaucoup des personnes comme vous. Une bonne nouvelle également au niveau de l'emploi. 170 postes vont être créés à Romilly-sur-Seine. Des embauches liées à la construction du gazoduc Arc de Dieray qui traverse notre département. Une canalisation de gaz naturel longue de 309 km reliant la station de compression de Cuvilly dans l'Oise à celle de Dieray-Saint-Julien. La société Spicabag qui travaille sur le projet va installer 450 salariés dans une partie inoccupée des anciens locaux de Cycle Europe. Parmi eux, 150 à 170 personnes seront recrutées localement et formées. Une entreprise auboise, lauréate d'un prix national, la société Carbonex, basée à Gy-sur-Seine, a reçu le prix Star et Métiers, délivré par la Chambre des métiers et de l'artisanat ainsi que les banques populaires. La PME auboise a été récompensée pour sa stratégie globale d'innovation. Carbonex produit du charbon de bois pour barbecue, mais les fumées engendrées par la fabrication de charbon sont recyclées pour de la production d'énergie. Un concept que vous aviez pu découvrir dans Réussite, puisque Pierre Solermi, le dirigeant de Carbonex, avait été l'invité de l'émission il y a 2 ans et demi. On passe maintenant à Parole d'expert. On va passer tout de suite.
avant de parler de Parole d'expert, j'avais bien oublié quelque chose. Le numéro 200 du Mercure 10. Franchement, pour l'oublier, c'est un numéro exceptionnel. Fin décembre est paru le numéro 200 de Mercure 10, le magazine économique de la CCI, qui fait aujourd'hui référence dans la vie économique, justement, de l'Aube. À lire aussi dans ce numéro un dossier très intéressant sur l'entrepreneuriat au féminin, avec un titre qui aurait sans doute fait très plaisir à Aragon, La femme et l'avenir de l'entreprise. Voilà, alors je propose à notre expert de venir. Une femme. Une femme, exactement, puisque c'est le thème un petit peu de ce Mercure. Le 1er janvier, en général, tout augmente. Hein, et est-ce que c'est également le cas pour les impôts des entreprises, Bruno ? Et on va le voir, Fabrice, avec notre expert tout de suite, puisque le 29 décembre dernier a été promulguée la loi de finances 2014. Alors, quelles sont les implications fiscales pour les entreprises et notamment pour les PME? C'est le point que nous allons faire avec Anne Neff-Nourisson, qui représente ici la compagnie des experts comptables de l'Aube. Alors, Anne, tout d'abord, est-ce que la loi de finances 2014 présente des grandes nouveautés par rapport à 2013? Alors, il n'y a pas de grande réforme pour la fiscalité des entreprises. Je dirais la grande réforme concerne essentiellement la TVA. On va y revenir, mais alors, quelles sont les principales nouveautés ou quelques points saillants, parce qu'on ne va pas faire le point global, mais les points saillants pour les entreprises? Alors, il y a quelques nouveautés quand même dans la loi de finances. Par exemple, la loi de finances 2014 permet de créer un amortissement exceptionnel pour les PME qui ont fait l'acquisition ou la création d'un robot industriel, un amortissement exceptionnel sur 24 mois, il faut le savoir. Autre nouveauté, c'est la création d'une taxe sur les hautes rémunérations. Donc, des rémunérations qui dépassent plus d'1 million d'euros de rémunération individuelle supérieure à plus d'1 million d'euros. Cette taxe sera due par les entreprises et à hauteur de 50%. Donc cette fois-ci, elle a été validée par le Conseil d'État. Donc on ne reviendra pas dessus. Ça ne concerne pas uniquement les clubs de foot. Hein. Non. Non. Concernant également les jeunes entreprises innovantes, il faut savoir que les régimes de faveur pour les jeunes entreprises innovantes a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2016. Donc ça, c'est également une bonne nouvelle. Concernant l'impôt société, il n'y a pas de grande réforme. Pour les PME, les taux restent inchangés. 15% jusqu'à 38 120 €, 33 un tiers au-delà. Par contre, la contribution additionnelle pour les grosses entreprises passe de 5 à 10,7%. Donc là, ça concerne quand même les très grosses entreprises. Au-delà de 250 millions de Au-delà de 250 millions de chiffre d'affaires, tout à fait. Dans le même ordre d'idée concernant l'IFA, l'imposition forfaitaire annuelle, l'IFA donc la suppression de l'IFA avait été repoussée par la loi de finances 2011 au 1er janvier 2014. Elle est bien actée au 1er janvier 2014. Elle n'a pas été à nouveau repoussée. C'est encore une bonne nouvelle. Elle concerne encore les entreprises qui également faisaient plus de 250 millions de chiffre d'affaires. Mais il n'y a que des bonnes nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Attendez, on n'est pas passé à la TVA encore. Par contre, attendez, avant déjà, là ça va concerner beaucoup plus d'entreprises. Le crédit d'impôt apprentissage. Donc là, c'est une moins bonne nouvelle tout de même. Le crédit d'impôt apprentissage de 1 600 € par année civile, proratisé au nombre moyen d'apprentis, concernait avant tous les apprentis. Désormais, il concernera que les apprentis en première année de cycle de formation et uniquement pour des diplômes préparés inférieurs à un bac plus 2. Pour 2013, il y a un régime transitoire. Les entreprises qui embauchaient des apprentis en deuxième ou troisième année ou préparant un diplôme supérieur à un bac plus 2 bénéficieront tout de même du crédit apprentissage en 2013, mais que pour la moitié. En 2014, c'est la nouvelle réforme. Bon, je commence à être un peu plus malheureux là. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la TVA, ma chère Anne, parce que là, c'est un gros morceau, à la fois pour les particuliers, mais aussi ça amène quelques gênes pour les entreprises. Tout à fait. Alors la TVA, donc il y a eu le relèvement de plusieurs taux. Vous savez que le taux intermédiaire est passé de 7 à 10%, le taux normal de 19,6 à 20%. Il était question d'abaisser le taux de 5,5 à 5. Il n'en est rien. Finalement, ça a été abandonné parce que le taux de 5,5 a été élargi. Il a été élargi aux entrées de cinéma, aux importations d'œuvres d'art, mais aussi et surtout important aux travaux de rénovation thermique pour les locaux d'habitation. Justement, dans les locaux d'habitation, le taux de TVA intermédiaire de 7 est passé à 10% à compter du 1er janvier 2014. Il y a un régime, on va dire une mesure transitoire pour les devis qui ont été acceptés, signés, pour lesquels un acompte d'au moins 30% a été encaissé avant le 31 décembre 2013. Si les travaux sont réalisés et facturés avant le 1er mars 2014, ils bénéficieront toujours du taux de TVA à 7%, pardon, excusez-moi. C'est important parce que là, les artisans doivent se... Voilà, les artisans doivent se dépêcher de terminer les travaux pour lesquels les devis ont été signés avant le 31 décembre 2013. Par contre, chose très importante, on revient de la TVA à 5% pour certains travaux. Les travaux destinés à économiser l'énergie. Donc, on peut donner par titre d'exemple chaudière à condensation, calorifugage, mais pour les locaux d'habitation,
par les entreprises industrielles, les pompes à chaleur, etc. Donc là, on revient à la TVA à 5,5. Donc pas facile pour un artisan de s'y retrouver. En conclusion, parce qu'on n'en a fait qu'un rapide survol, votre conseil ? En conclusion, rapprochez votre expert comptable parce que ça devient très compliqué pour la TVA. Il faut vraiment devenir fiscaliste spécialisé dans la TVA. Merci Anne. Laurent Guyot, on a beaucoup parlé de chiffres et quelque part, c'est devenu votre métier, les chiffres. Être chef d'entreprise, c'est compter sa trésorerie, faire attention au financement. C'est un peu ce que vous m'aviez raconté Tout à fait. Oui, on devient par obligation un petit peu comptable, mais il faut surtout pas s'inventer comptable. Il y a des gens en qui c'est leur métier, qui savent faire. Il faut aussi savoir leur faire confiance et leur donner tous les outils pour qu'ils nous sortent d'une comptabilité correcte. Ça s'invente pas. C'est ce que vous faites en tout cas. Tout à fait. On a beaucoup parlé d'embauche avec vous et justement, on va en reparler dans le Zoom du mois. Pour une entreprise, embaucher à l'heure actuelle est toujours un défi et un pari pour l'avenir. Pour faciliter les embauches, le gouvernement a mis en place des aides pour les PME. En quoi cela consiste? Comment obtenir ces aides? Toutes les réponses dans ce reportage réalisé par Aurélie Juignet et Damien Ardouin. Johan a 25 ans, magasinier intérimaire depuis janvier 2011 à Axe Environnement. Il a signé il y a 3 mois maintenant un emploi d'avenir. Pour lui, c'est désormais parti pour un CDD pour les 3 prochaines années. C'est un peu rassurant parce que je me dis que j'aurai toujours un salaire à la fin du mois. Et c'est un boulot assez motivant. Le contrat d'avenir concerne tous les secteurs d'activité, hors les assurances et les banques. Il est réservé aux jeunes peu ou pas qualifiés de moins de 26 ans, 30 ans si la personne est handicapée. Le principe, proposer un CDD de 1 à 3 ans, voire un CDI à temps plein. En contrepartie, l'employeur verra ses charges exonérées de 35% pendant 3 ans. L'objectif, c'est vraiment d'offrir aux jeunes en emploi d'avenir une première expérience professionnelle, d'organiser à son profit un accompagnement et un parcours de formation qui va lui permettre effectivement d'acquérir une qualification, une formation et de s'engager, donc de s'insérer professionnellement de manière durable. Une carotte financière importante et une formation sur le long terme, le contrat d'avenir permet pour les chefs d'entreprise d'envisager leur politique de recrutement autrement. L'embauche de quelqu'un est toujours assez compliquée parce que c'est une prise de risque. Cette prise de risque, le fait de l'assumer à 100% n'est pas toujours simple. Et là, en l'occurrence, le dispositif mis en place a un certain nombre de contraintes, mais a aussi effectivement des avantages. Et ces avantages nous ont permis d'alimenter notre réflexion et surtout de prendre la décision de façon un petit peu plus rapide que plutôt d'attendre et puis de faire appel à d'autres dispositifs d'emploi plutôt précaires. Autre type d'emploi aidé, le contrat de génération. Il est réservé au secteur marchand et adapté selon la taille de l'entreprise. Il s'agit pour l'employeur d'embaucher en CDI un jeune de moins de 26 ans en maintenant l'emploi d'un senior de 57 ans et plus ou en embauchant un senior de 55 ans et plus. Si les conditions sont remplies, l'État versera 4 000 € d'aide par an pendant 3 ans. L'objectif, c'est donc à la fois assurer l'insertion professionnelle durable du jeune, mais c'est aussi faciliter le maintien dans l'emploi des seniors. Donc il s'agit d'organiser et de maintenir les savoir-faire dans l'entreprise. Et c'est également la possibilité pour un chef d'entreprise, notamment artisanal ou commercial, d'organiser et de faciliter la transmission de sa propre entreprise. Que ce soit pour les contrats de génération ou pour les emplois d'avenir, plusieurs interlocuteurs sont possibles. Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi et localement la CCI de Troyes et de l'Aube. L'idée, c'est de voir quel est leur besoin en termes de recrutement et puis si ce besoin il peut correspondre peut-être à un contrat aidé et si elles peuvent être éligibles à un contrat aidé. Il y a plein de critères. C'est pour ça que c'est pas forcément évident pour les entreprises de se repérer et que la chambre de commerce, comme Pôle emploi, comme la Direct, comme tous les acteurs qui agissent autour de l'emploi et des compétences, notre rôle c'est aussi d'aider et d'accompagner les entreprises sur cette partie-là. Des entreprises qui semblent de plus en plus séduites par les contrats aidés. En 2013 par exemple, l'Aube a enregistré la signature de 536 emplois d'avenir. Laurent Guyot, les aides à l'embauche, c'est une forte incitation pour créer un emploi ou c'est un élément comme un autre? C'est un outil dont il faut savoir se servir. C'est pas suffisant. Le meilleur des outils, c'est le carnet de commandes qui est plein. Ça incite à l'embauche. Voilà, la réponse est faite. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission de réussite. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle découverte économique. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Du 8 janvier au 11 février, ce sont les soldes d'hiver. N'hésitez pas à profiter des bonnes affaires que vous proposent les commerçants au bois.
les 21 janvier et 5 février. Vous avez une idée de création d'entreprise et vous voulez savoir comment vous y prendre pour aller plus loin. La CCI vous propose de participer gratuitement tous les 15 jours à cette demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Les 24 et 31 janvier, les réseaux sociaux vous intéressent pour développer votre notoriété et votre activité. Alors participez gratuitement aux 2 demi-journées proposées par la CCI dans le cadre de son espace numérique entreprise. Formation théorique le 24 janvier et atelier pratique le 31. Du 3 au 7 février, la CCI organise un stage 5 jours pour entreprendre, destiné aux futurs créateurs d'entreprises. De nombreux professionnels privés et publics se succèdent sur une semaine pour traiter des questions commerciales, comptables, juridiques, sociales ou bien encore fiscales. Enfin, le 4 février, c'est la réunion d'information à la CCI pour les entreprises sur l'utilisation du système GREP pour la déclaration annuelle des rejets RO sol déchets des installations classées. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI, www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.